sans attache partisane. On écoute le refusé par son parti. Hein. Aujourd'hui. J'ai décidé de former un gouvernement de compétences nationales, sans appartenance politique, qui aura un mandat limité à la gestion des affaires du pays et jusqu'à la tenue d'élections dans les plus brefs délais. Alors cet appel du Premier ministre donc, a été refusé par le parti Ennahda. Ça veut dire qu'Ennahda aujourd'hui est divisé en deux, coupé en deux. Le parti Ennahda est divisé. Il y a un courant minoritaire qui est en train de faire sa mue, c'est-à-dire cette mue que nous attendons tous, ce passage de l'islamisme à la démocratie islamique, que nous appelons tous de nouveau pieux. C'est un courant qui existe, mais il est minoritaire et c'est l'autre courant qui triomphe. Et aux toutes dernières nouvelles, il serait remplacé, parce que non seulement ça a été refusé, écarté, et il serait remplacé par ce qu'on pourrait appeler un faucon. Parce que ce serait très très rare, ce serait là la mise en place d'un coup de force. Alors, juste une question à chacun sur les projets de constitution. Enfin, on nage en pleine confusion, mais Sophie Bessis, vous pouvez nous éclairer sur ces projets de constitution qui sont totalement liberticides, notamment en ce qui concerne les femmes et les affaires d'égalité entre hommes et femmes. Ils ne sont pas totalement liberticides. C'est plus compliqué ou plus pervers. Prenez l'adjectif que vous voudrez. Il y a des choses quand parce on lit... Il y a un certain nombre de garanties de liberté qui sont inscrites dans le projet qui est actuellement soumis à l'Assemblée nationale constituante. Non, non, quand vous lisez le projet, attention, ce n'est pas un projet de constitution, il est d'abord très mal fait, parce que les députés ne se sont pas entourés de juristes et d'experts suffisamment. Mais il y a un certain nombre de libertés qui sont garanties. Où est-ce que ces libertés ne sont pas garanties? Et c'est très important de voir où. C'est la référence à l'universalité des droits humains. Donc cette référence à l'universalité, les constituants du parti de la Ennahda refusent d'inscrire cette référence à l'universalité. Le droit à la vie privée, qui peut être retiré par un juge. L'article 1 de la Constitution de 1959 est maintenu, mais sa dimension islamique, si je puis dire, est très nettement accentuée par l'article 148 qui précise que l'islam est la religion de l'État tunisien, ce qui était beaucoup plus ambigu dans l'article 1. Ensuite, en matière de droits des femmes, vous savez que la disposition sur la complémentarité a été retirée, mais il y a un article qui est très ambigu et qui proclame l'égalité entre les citoyens et les citoyennes. Ce qui n'est pas suffisant, l'égalité totale. Ce qui n'est pas suffisant, parce que cela veut dire que l'égalité politique est acquise, mais c'est un acquis, mais que dans la sphère législative, familiale, dans le droit de la famille, elle n'est pas acquise. Et donc, les femmes demandent que soit spécifiée l'égalité totale entre les hommes et les femmes. Et dernière chose, là, évidemment, la suprématie des conventions internationales ratifiées par la Tunisie sur la législation nationale, ce qui n'est pas acquis dans l'actuel projet. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et en plus, le problème de la liberté de conscience. Le problème énorme pour moi de cette... C'est la liberté de conscience, bien sûr. Oui, et après, je voudrais le point de vue d'Ella Yousfi. C'est sa déficience technique, un manque de technicité absolument inacceptable. Parce qu'il y a la forme compte énormément. Et en plus, on est loin du compte. Ils ont été élus pendant 1 an pour qu'on sorte avec une constitution. On est à 1 an et demi et la constitution est loin d'être là. Et la Yousfi, alors qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, il y a beaucoup de problèmes avec le projet de constitution tel que ça a été signalé par Sophie Bessis. Pour moi, l'Assemblée nationale constitutionnelle ou l'Assemblée constituante, je ne sais plus comment, c'est la seule structure représentative de la volonté populaire. Et on a un discours aujourd'hui qui dit qu'il faut dissoudre cette Assemblée-là. Et je trouve que c'est un discours très dangereux, parce que c'est le seul. Et renverser et dissoudre cette Assemblée-là, c'est se retourner contre la volonté populaire. Un deuxième élément, je finis, Sophie, parce qu'à chaque fois je suis interrompue. Le deuxième élément très important, je veux rappeler, parce que ce n'est pas du tout mentionné et c'est souvent absent dans les débats, c'est que le processus révolutionnaire en Tunisie est parti des revendications sociales et économiques. Et on assiste aujourd'hui à une confiscation de la bataille
par les enjeux politiques en reléguant les questions sociales au second plan. Et je pense que la vitalité du processus révolutionnaire vient de la vitalité des luttes sociales dont personne n'en parle et qui sont toujours là. Et hier, quand on a vu la mobilisation dans les rues de tous les Tunisiens, ça montre que le processus révolutionnaire est toujours là et que les gens qui sont soulevés en 2008, en 2010 et en 2011 ne vont pas laisser faire. On va y revenir, Abdelwahab. On va y revenir, mais juste une pause à propos de l'assassinat de l'avocat et opposant Chokri Belaïd, qui n'est pas le premier, loin s'en faut, car il y a 60 ans, je voudrais qu'on revienne sur une grande figure, un syndicaliste, symbole du désir d'indépendance et d'émancipation de la tutelle française, qui a été criblé de balles en bas de chez lui, tombeau pour faire attacher. Par le journal du Temps, on l'a fait à notre tour, par Bruno Godenzi. Regardez. Une grande figure de l'opposition tunisienne a été tuée. Il n'y a aucune revendication, mais la rue se soulève et brandit la photo de Chokri Belaïd avec celle d'un autre homme, un autre assassinat, car l'histoire se répète. Banlieue de Tunis, 1952. La radio annonce la mort du syndicaliste Ferhat Hached. Il a été assassiné près de chez lui par des rafales de mitraillettes tirées depuis une Mercedes. Cela fait des mois qu'il est la cible de tracts, d'actes d'intimidation et de plasticage dirigés contre sa maison. En fait, Ferhat Hached est un symbole de liberté dans une Tunisie sous protectorat français. « 1946, Ferhat Hached devient le chef de l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, une centrale syndicale puissante qui milite activement pour l'indépendance. Forte de 120 000 adhérents, l'UGTT mène une guérilla sociale aussi systématique que structurée contre la présence française et son armée. Or voilà qu'en 1952, les négociations en vue de l'indépendance de la Tunisie, organisées entre les deux gouvernements, échouent. Pire, une vague de répression s'abat aussitôt sur le pays. Le couvre-feu et l'état d'urgence sont instaurés. Habib Bourguiba et les principaux politiciens indépendantistes sont emprisonnés. Seul opposant en liberté, Ferhat Hached est l'homme à abattre. Du coup, la nouvelle de son assassinat se propage instantanément dans le pays et au-delà, on manifeste au Caire, à Damas, à Jakarta, même à Bruxelles. Mais c'est en Tunisie qu'il est évidemment la référence. Aujourd'hui encore, Ferhat Hached est un héros national. Juan Gomez, notre homme du monde, vous le connaissez sans doute, nous a rejoint au Laquetal. Juan, oui, bonsoir à tous. Vous nous emmenez, bonsoir Juan, vous nous emmenez en Libye. En Libye, effectivement, puisque la semaine prochaine, la Libye va célébrer le 2e anniversaire de la révolution qui a permis la chute de Mouammar Kadhafi. Alors c'est un anniversaire vraiment sous haute tension. Depuis quelques jours, les appels à manifester se sont multipliés pour dénoncer l'incapacité du gouvernement à mener des réformes politiques, économiques, sécuritaires. Alors c'est un gouvernement qui est en place depuis seulement 3 mois et pourtant, là aussi, depuis quelques jours, il y a des tracts qui sont distribués dans Tripoli pour appeler au soulèvement populaire, à une 2e révolution. Alors évidemment, les autorités, le gouvernement est très inquiet. Ils craignent surtout un scénario à l'égyptienne, comme ce qui s'est passé il y a 2 semaines au Caire et à Port Saïd. Alors, ce qui est intéressant en fait dans ce qui se passe actuellement en Libye, c'est que la majorité de ces appels sont partis de Benghazi. Benghazi, c'est à l'est du pays, c'est le berceau de la révolution. C'est de là que tout est parti il y a 2 ans. Et cette ville, finalement, elle symbolise aujourd'hui le vide sécuritaire en Libye. Aujourd'hui, ce sont des milices qui contrôlent et qui gèrent cette région. On se souvient notamment, parmi les nombreux attentats et les nombreuses attaques de ces derniers mois, l'ambassadeur américain qui est mort lors de l'attaque du consulat. Le mois dernier, par exemple, la voiture du consul italien a été criblée de balles, d'où la décision prise la semaine dernière par la Grande-Bretagne. Nous avons modifié nos conseils aux voyageurs car il y a un risque pour la sécurité à Benghazi. Nous demandons à nos ressortissants de ne pas se rendre à Benghazi. Nous avons des rapports très crédibles qui font état d'une menace terroriste. C'est pourquoi nous demandons à nos ressortissants vivant à Benghazi de partir. Voilà, une menace terroriste. Du coup, les chancelleries étrangères, y compris la France, ont demandé à leurs ressortissants de quitter cette région qui est considérée comme le berceau, finalement, des islamistes radicaux, le fief de nombreuses milices. Alors, il y a certaines qui sont proches des frères musulmans, d'autres qui sont financées par le Qatar, d'autres qui se revendiquent d'Al-Qaïda. C'est très complexe. La situation sécuritaire est extrêmement fragile. Et justement, le désarmement de ces milices, c'est la priorité numéro 1 aujourd'hui des autorités libyennes. Et il se trouve que la semaine prochaine, la France accueillera une conférence sur la sécurité en Libye. Merci Juan. On va conclure avec tous les deux puisque Sophie Bessis avait un engagement et elle a dû s'en aller.
Donc, refus de ce nouveau gouvernement de compétences. Quelle possible avancée démocratique sur un plan politique maintenant, Abdelwahab? Mais écoutez, dans l'immédiat, on est dans une crise. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Demain, il y a une grève générale. Oui, il y a une grève générale. L'Union générale des travailleurs tunisiens appelle une grève générale. Il faut tout faire on va vers un chaos politique pour que la sagesse brime. Oui, ça brime, parce que sinon, ça peut être inquiétant. Demain, il peut ne plus y avoir de gouvernement. Non, je ne sais pas où ça en est. Pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement, puisque Jebali lui-même, en faisant cette proposition, il a dissous le gouvernement. Le gouvernement est dissous. Mais on nous dit, selon les toutes dernières informations, je viens de parler à Tunis juste avant d'entrer sur le plateau, on me dit que ce serait quelqu'un dur de Nahda qui le remplacerait. Donc il faut des élections, d'après vous? Il faut des élections maintenant? Rapidement? Je ne sais pas, les élections dans les médias, je ne vois pas. Non, on est dans une crise politique, là, je ne peux pas. Une crise politique qui est une impasse, là, Yousfi? Effectivement, il y a une crise politique et bon, moi, je ne partage pas tout à fait l'analyse de mon collègue. Pour moi, le premier risque en Tunisie, ce n'est pas un risque de dictature religieuse. Le premier risque en Tunisie, c'est une instabilité institutionnelle chronique. Et là, c'est très grave parce que d'un côté, la manière, si vous voyez les coalitions politiques, comment se forment, c'est assez intéressant parce que ça se forme sur des enjeux politiques politiciennes. On a une coalition entre Troïka, entre les CPR, Takatol et les islamistes qui n'a pas marché parce qu'il n'y a pas un vrai projet cohérent politique, économique et social. Et de l'autre côté, on a une partie des gens qui ont fait partie de l'ancien régime qui se sont aussi unis, une alliance contre nature avec des démocrates de la gauche qui ont résisté pendant des années contre Ben Ali. Donc effectivement, ça crée que des alliances politiques conjoncturelles sans projet politique, social et économique. Ni social, ni économique. Ni social et économique, ça c'est important. Maintenant, je reste très confiante. Je ne suis pas du tout inquiète comme mon collègue. Ouais. Je suis très confiante parce que les Tunisiens ont montré une grande sagesse collective, une grande intelligence à plusieurs moments de crise. Et ça, à partir du 14 janvier, il y a eu plusieurs moments de crise et les Tunisiens ont su dépasser ça. Et je pense que, moi, je suis confiante. Et un processus révolutionnaire, ce n'est pas un lent fleuve tranquille et on fera chuter le régime. Ce sera votre conclusion à tous les deux. On en reparlera et on y reviendra très prochainement. Tous les soirs des Intox passent au radar les propos les plus farfelus ou mensongers des hommes politiques français. Ce soir, c'est Florian Philippot, un cadre FNE qui estime que la mise en place de la carte vitale biométrique en France permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude et d'économiser 1 milliard d'euros par an. On voit a priori pointer un petit relent raciste quant à l'identité des soi-disant fraudeurs. Par ailleurs, toute cette démonstration est totalement erronée. Regardez. Flashé par des intox, le Front National Florian Philippot qui affirme qu'il suffirait de mettre en place des cartes vitales biométriques pour économiser 1 milliard d'euros par an. Tenez, on cherche 1 milliard, eh bien je vous en donne un tout de suite. Mettons en place la carte vitale biométrique, sécurisée. La carte vitale biométrique, c'est 1 milliard d'euros d'économie par an contre la fraude. La carte vitale biométrique, c'est 1 milliard dans la poche, jackpot. À l'heure où le gouvernement racle les fonds de tiroir pour faire des économies, le FN aurait donc la solution simple. Le problème, c'est que si la solution paraît simple, le calcul du FN l'est aussi. Le FN se base sur un vieux rapport de 2004 évoquant un surnombre de 10 millions de cartes vitales. Le parti a ensuite retenu une somme moyenne de 100 € de prestations indues obtenues par chacune d'entre elles. Et voilà comment on arrive au chiffre magique d'1 milliard. Mais s'il y a eu effectivement au début des années 2000 un grand nombre de cartes vitales en surnombre qui n'avaient pas été détruites lors de renouvellement, cela ne veut pas dire qu'elles étaient utilisées et encore moins à des fins délictueuses. Par ailleurs, le nombre de ces cartes a été considérablement réduit depuis 8 ans. Selon la Caisse nationale d'assurance maladie, le chiffre du FN est fantaisiste. On évalue parfois à environ 1 milliard le total de la fraude à l'assurance maladie. Mais la plus grande partie concerne les surfacturations au niveau des établissements de santé et les fraudes des assurés aux prestations sont marginales. Le milliard d'euros d'économie promis par le FN ressemble surtout à un mirage. Merci à tous, merci à tous les deux. À suivre sur Arte, Mamaz d'Isabella Rossellini, suivi de 3 épisodes de la crème anglaise des séries judiciaires. Injustice, à demain 20h05 dans 28 minutes. Bis morgen, tchuss.